Je pleurais pour aller jouer au rugby alors que j'avais pas l'âge. J'étais un petit peu rassouillé. Personne n'était capable de jauger et de juger mon niveau en fait. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit c'est sport-études. Je dis putain mais c'est trop bien. Moi je dois attendre le mercredi et samedi et vous c'est tous les jours. Je dis mais je veux faire ça. Et là à partir de là je dis écoute je veux faire sport-études. J'ai 12 ans je veux faire sport-études. Il me dit mais ça n'existe pas dans les Vosges. Très peu m'ont dit que je pouvais le faire et je signais au Stade Toulousain à 15 ans. Champion du monde aussi moins de 21 ans. Connaissant des hauts et des bas. Installé dans la région toulonnaise. Papa d'un petit garçon Aaron. Puis avec la maman on souffre. On sacrifie des années pour vivre ces moments vrais. On n'a pas le temps de souffler, on n'a pas le temps de célébrer, on n'a pas le temps de se relâcher. Si on gagne pas le combat, on peut pas faire tout ça. Quand je jouais à Toulon, je t'avoue que je jouais à UFC et j'étais pointé du doigt. La preuve dans ma vie sentimentale, c'était le chaos. J'ai les partenaires qui sont gentils avec moi, ils me donnent des voitures de sport, ils m'invitent partout. Les médias, je fais des couvertures, je signe des contrats publicitaires avec Dim, avec Puma. Je vais remettre des prix au Energy Music Award. Plus j'échoue, plus je réussis. Plus j'ai eu d'obstacles, plus je suis allé loin. Plus je me suis surpassé, plus je me suis remis en question. Mais au milieu de tout ça, j'ai pleuré, j'ai voulu abandonner des centaines de fois. J'y arriverai jamais, c'est impossible. Mais mec, je suis triste tous les jours en me levant. J'existe qu'à travers le joueur que je suis. Sincèrement, j'ai été seul. Je suis Mehdi Mirabé, on est sur Feedback. Max Mermoz, bienvenue et merci de nous accorder de ton temps. Est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites? Bonjour Mehdi. Ça fait bizarre de se retrouver en face de toi parce que c'est vrai qu'on s'est croisés sur les terrains. On était coéquipiers. Je pense qu'on a joué aussi contre. Donc, pour me présenter, Maxime Mermoz, petit gamin des Vosges, né d'un papa français savoyard, maman algérienne, qui rêvait de jouer au rugby depuis tout petit, d'en faire mon métier. Je ne sais pas pourquoi. Mon papa jouait avec ses copains pour le plaisir. Et moi, en fait, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les sensations sur les terrains. J'ai commencé le rugby, j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Donc à cet âge-là, on se pose pas la question du pourquoi, mais on a juste envie d'y aller. Et je pleurais pour aller jouer au rugby alors que j'avais pas l'âge. Très rapidement, donc j'ai mes rêves et je signe au Stade Toulousain à 15 ans, recruté concours de circonstances. Et à partir de là, une trajectoire plutôt sympa où j'ai connu pas mal de titres, hein, champion du monde aussi, moins de 21 ans, des titres jeunes. Donc on va dire c'est toujours bien dans le CV, mais ça a été beaucoup d'expériences et de rencontres enrichissantes. Je me suis construit avec le rugby, grâce au rugby, en connaissant des hauts et des bas. Et aujourd'hui, installé dans la région toulonnaise, papa d'un petit garçon Aaron, comme beaucoup, plus avec la maman, mais en tout cas très heureux aujourd'hui. Et je suis retraité du rugby depuis bientôt 4 ans. Et je vais fêter mes 38 ans cet été. Voilà. Retraité, mais très actif dans ta nouvelle vie. C'est pour ça que j'ai précisé Ouais, dans le c'est ça, rugby. exact. On va en parler. Pourquoi tu dis je rêvais d'être rugbyman? Pourquoi? Comment on est et on rêve d'être rugbyman? Alors, je faisais du rugby toutes les semaines dans les Vosges. J'adorais, parce que j'étais bon, en tout cas dans les Vosges, en Lorraine. Je me régalais. J'avais des posters de joueurs comme John Alomou dans la chambre. Mon frère pensait rugby, mangeait rugby. Mon papa aussi. Mon papa, à un moment, était aussi était président de l'école de rugby d'Épinal. Il y avait tous ses potes. Donc, en fait, c'était un lien social qui était extraordinaire. Et pour moi, ça rythmait toutes mes semaines. Donc, j'étais un éternel sportif dans l'âme parce que je faisais du handball, je faisais du foot, je faisais plein de sports. Mais à l'âge de 12 ans, quand j'étais au collège, il faut savoir qu'Épinal était en deuxième division au foot. Et c'est vrai qu'en Coupe de France, ils recevaient l'OM. Et c'était l'événement de l'année. C'était la folie. La folie. Au basket, ils étaient en Pro B. Donc, je voyais des joueurs de fou qui venaient au gymnase, au Palais des Sports. Et au collège, les mecs, en fait, à chaque fois qu'on sortait des cours, ils allaient s'entraîner tous les jours. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, c'est sport-études. Je dis, putain, mais c'est trop bien. C'est-à-dire que moi, je dois attendre le mercredi et samedi, et vous, c'est tous les jours. Et je dis, mais je veux faire ça. Et on m'a dit, donc là, j'ai 12 ans. Et quand j'ai 12 ans, donc je suis né en 86, donc là, on arrive bientôt dans les années 2000, et le rugby commence à devenir professionnel. Donc là, qui dit professionnel, dit métier. Donc je dis, mais en fait, ça peut devenir un métier. Et là, à partir de là, je dis, écoute, je veux faire sport-études. J'ai 12 ans, je veux faire sport-études. Mais il me dit, mais ça n'existe pas dans les Vosges. Et j'ai un ami qui, lui, avait un petit peu voyagé. Il m'a dit, écoute, il y a des pôles espoirs qui existent. J'avais 14 ans, 14-15 ans. Il y a des pôles espoirs qui sont chapeautés par la Fédé de rugby. Il y en avait 7 en France, dont un à Toulouse.
donc qui n'étaient pas liés au Stade Toulousain, parce que c'était au lycée Jolimont, mais la plupart des mecs qui étaient dans des clubs environnants, quoi, Auch, Albi, etc. Il m'a dit, bah, demande peut-être s'il y a des tests d'entrée. Et ça s'est fait comme ça. Donc, un concours de circonstances improbable. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire ça tous les jours et j'ai envie que ça devienne mon métier. Voilà, simplement. Parce que je ne me voyais pas faire autre chose. Parce que quand on te demande ton orientation scolaire, je m'étais joueur de rugby, donc dans les Vosges, imagine la réaction des autres, hein, et les mecs ils rigolent. En plus, j'étais un petit peu grassouillé et personne n'était capable de jauger et de juger mon niveau en fait. Donc en fait, je me suis jamais vraiment attaché à ce qu'on pouvait penser ou dire, parce que je pense très peu m'ont dit que je pouvais pas le faire, mais très peu m'ont dit que je pouvais le faire. Donc en fait, j'ai été libre de penser ce que je voulais. Et t'es allé au bout de ton rêve. Bah, au final, oui. Non, mais je suis même allé plus loin que mon rêve, parce que mon rêve était juste de faire du rugby mon métier. J'ai pas rêvé à 16 ans d'être en équipe de France. J'ai pas rêvé d'être champion du monde à 19 ans. J'ai pas rêvé de faire une finale de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande avec le 15 de France. J'ai pas rêvé d'être élu meilleur joueur une saison. J'ai pas rêvé de rencontrer, de côtoyer les plus grands joueurs de la planète, des plus grands coachs, de rencontrer des artistes, des acteurs, des chanteurs, des gens qui ont rien à voir, des gens que je regardais dans ma télé, dans mon petit village des Vosges. C'est tout bête. J'ai amené ma mère au concert de Marc Lavoine à Toulouse. À la fin, on va dans les backstage, on discute ensemble, on rigole ensemble. Mais tu te dis, c'est Marc Lavoine quand même, toi, où tu te retrouves avec des personnes. Je pense que de passer de l'autre côté ou de rentrer dans la télé, quand on y est, ça fait bizarre, mais en fait, il n'y avait rien d'exceptionnel puisqu'on n'est que des êtres humains. Et de toute façon, très rapidement, j'ai jamais changé cette mentalité de me dire que de toute façon, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Et c'est pas moi qui changerai, c'est le regard des autres qui a changé. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé ce fil conducteur et j'ai toujours été fidèle à qui j'étais. Et tu disais, tu as une carrière exceptionnelle avec de nombreux titres. Est-ce que tu as eu le temps de célébrer et de profiter de toutes ces victoires? Non. Non, et je le C'est revendique. Je vais donner un exemple. Je signe à Perpignan en 2008. Très rapidement, tout se passe bien. On est champion de France. Tu sais que les saisons sont longues, intenses, beaucoup de sacrifices, beaucoup de partage. Et sincèrement, le seul moment où on a envie de souffler et de profiter, quand on gagne un titre, c'est de rentrer, le fêter avec la famille, les amis, les supporters, les partenaires, la région en fait. Et ce moment-là, on l'a tout le temps enlevé, ou quasi tout le temps enlevé, parce que oui, tu repartais en équipe de France le lendemain de la finale. Ça s'enchaîne. Mais sincèrement, quand on arrivait en tournée au mois de juin, on était exempt du premier match. Donc pourquoi ne pas décaler? Donc pour faire clair, on est champion le samedi soir. Le dimanche, tu rentres pour faire la fête avec les supporters et dans ta ville. Sauf que nous, quand tu es en équipe de France, tu pars directement en fait en tournée, rejoindre l'équipe qui est soit en Australie, en Afrique du Sud ou en Argentine. Donc là, tu suis les célébrations et la joie sur les réseaux sociaux. Donc là, tu te sens... Enfin, c'est affreux de se sentir exclu et de ne pas profiter de ces moments-là parce que on souffre, on sacrifie des années pour vivre ces moments vrais. Ces moments de partage où toi, c'est tout bête, mais dans la rue, quand tu vois les bus passer, les bus de ville marqués on est tous avec vous de tout cœur, on a envie de partager ça avec les gens. Et là, on nous l'enlève. Et quand on arrive en équipe de France, on peut pas cracher dessus. Ben non. Pour qui tu te prends pour dire que tu veux pas venir? Non, c'est pas que je veux pas venir. C'est laissez-moi juste une journée. Puisque de toute façon, quand tu arrives, c'est le lundi, avec le décalage horaire. Le temps du jet lag et tout ça, physiologiquement parlant, on n'est pas sur la feuille de match le samedi d'après. C'est pas possible. Donc pourquoi ne pas décaler? Et quand on te répond, c'est les règles, c'est comme ça. Et là, tu dis, les règles sont faites pour être changées aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment profité. Et au-delà de ça, c'est qu'on est toujours dans l'instant présent et dans le prochain objectif. Donc, on n'a pas le temps de souffler, on n'a pas le temps de célébrer, on n'a pas le temps de se relâcher ou de se satisfaire de ce qu'on a fait, de bien ou de mal. Et finalement, on dit toujours, on verra ça en fin de carrière. Et puis, en fin de carrière, petit à petit, on réalise, surtout dans les yeux des autres et par le prisme, on va dire, du spectateur que je suis aujourd'hui, supporter, spectateur, parce que tu te rends compte que tu as vécu ces moments-là avec telle intensité. Donc, c'est juste des bons moments à se souvenir et beaucoup de fierté, mais pas une fin en soi, mais en tout cas, une fierté en tout cas du travail effectué et du parcours.
C'est normal. Moi, Max, le rugby il m'a permis d'être, de savoir être, de pouvoir être. Qu'est-ce que t'a apporté le rugby avec le recul et l'expérience que tu as? Exactement tout ce que tu viens de dire. Et c'est Je vrai t'ai que piqué. non, Je non, parce plaisante, que je plaisante. on le ressent. Ouais. On le ressent et c'est ce que j'explique à tout le monde aujourd'hui. C'est que ce qu'on peut vivre, nous, dans le rugby, à travers le rugby, on dit le rugby, l'école de la vie. Sincèrement, je crois que c'était bullshit. Mm. Quand tu es jeune, tu as l'impression que c'est des phrases bateau pour vendre de la prestation aux entreprises. Sincèrement, ce qu'on vit depuis notre plus jeune âge, c'est une intensité, c'est une leçon de vie, de savoir-être, au-delà du savoir-faire, parce que tous ne sont pas devenus joueurs de rugby, Mm. mais tous ont appris à être grâce au rugby. Et c'est là la différence. Et à partir de là, tu te rends compte que dans la vie aujourd'hui, et surtout grâce, on va dire, aux nouvelles technologies, le savoir-faire, on peut l'apprendre gratuitement. Ou les comptes CPF, ou une formation, une école, peu importe. Mais le savoir-être, ça s'apprend pas. Ça se vit. Alors, ça, si, c'est un apprentissage, mais c'est une priorité, parce que sans savoir-être, on peut rien faire. Mm. Donc, pourquoi apprendre un savoir-faire sans savoir-être? C'est impossible. Ouais, exact. Je voulais te demander aussi, Max, là, on va rentrer dans le vestiaire, le sanctuaire, notre sanctuaire à nous. Waouh. Avec l'odeur. Voilà, c'est ça. Et le bruit des crampons. Putain. Ah ouais, Là, clic, clic, ouais. clac, clac, Tu clac, les as, clac, ceux-là? clac, clac. Et cette odeur là Ah ouais. qui est Ah, du camp. c'est addictif, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Moi, Eh c'est ben- ce qui me manque, tu vois, c'est ce qui me manque le plus. Eh ben, c'est mes souvenirs. Quand tu m'as posé la question tout à l'heure. Ouais, Quand j'étais dans les vestiaires, quand mon papa jouait, donc moi j'avais 6, 7 ans, 8 ans, ouais. j'étais dans les vestiaires avec eux. Et c'est ces moments-là, c'est l'odeur du camphre, l'arnica, Ouais, c'est les ça. straps, Ouais, exact. hein, c'est les rituels. Ouais. Et c'est tout ça, l'odeur de la terre, de la Mm. boue. C'est ça, en fait, les souvenirs qui restent gravés. C'est pas les victoires ou les défaites, c'est les odeurs, c'est les bruits, la transpiration, c'est des rigolades, c'est Les regards. les regards, des fois des fous rires alors que t'as peur d'avoir un fou rire. Donc, franchement, c'est incroyable. Faut C'est le un vivre. moment incroyable. Toi, qu'est-ce que tu faisais? L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce que tu faisais quand tu mettais ton protège-dents? À quoi tu pensais en fait? À quel moment? Juste avant de rentrer. Ah, là, c'est le money time. C'est Ah, parti. ça y est, Il c'est parti. siffle et Il a ça y est, on rentre. sifflé. On va Ah, se mettre en ligne. Je me dis à chaque fois, enfin. Ok. Parce qu'en fait, là, tout ce qui est en amont du coup de sifflet, en fait, il faut imaginer comme quand quand tu vois, là, j'ai ça qui vient en tête, c'est quand tu vois les mecs faire du rodéo. Ouais. Ils mettent le bœuf dans un compartiment et ils gigotent dans tous les sens. Ouais. Donc là, tu transpires, Ouais. tu es excité, tu te projettes, tu te concentres, tu te détends. Tu as un mélange de plein de choses. Tu as cette pression positive, négative. Est-ce que ça va bien se passer, pas bien se passer? Non, mais il faut que je me concentre sur ce que j'ai à faire. Non, mais je sais le faire. Je l'ai déjà fait. Mais en face, il faut que je fasse attention à lui. Mais mes coéquipiers, il faut aussi qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, au moment où le coup de sifflet, souvent, je regarde les kinés parce que c'est mon échappatoire, parce que c'est mes confidents, c'est nos confidents, hein, tu le sais. Et là, je rigole, clin d'œil, je stresse, je crie, peu importe, je bois. Et en fait, je me mets tout le temps dans une situation d'urgence. Et je suis souvent, et là, ils le savent, je suis souvent le dernier parce que j'ai toujours du retard. Parce que j'aime pas être en avance, parce que j'ai pas envie d'être prêt trop tôt. Et à partir de là, c'est une forme de libération et d'excitation. Et là, tu dis, the show must go on. Tu vois? Ouais. Et c'est vraiment cette sensation de, ça y est, en fait, c'est ce moment-là que tu kiffes. Et c'est ce moment-là où tu vas pouvoir être celui que tu as envie d'être. Et c'est vraiment un moment hors du temps. Et je te jure que, enfin, en tout cas pour le partager ce moment, tu as l'impression que c'est plus toi. Que c'est. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que c'est irréel. Parce qu'après, tout ce qui va se passer à partir de ce moment-là, tu sais même pas pourquoi c'est arrivé, tu sais même pas comment C'est c'est vrai. arrivé. Donc, du coup, tu te dis, ben, c'est un autre toi. Et tu sais, c'est comme quoi. Tu te dissocies. Ouais, Mm. c'est comme si tu changeais tu sais, comme dans les super-héros. Ouais. Et tu te réveilles le lendemain, il s'est passé tout ça, tu as Ouais. des flashbacks, et tu te dis, mais pourquoi en bien ou pourquoi en mal? Mais en fait, tu dis, qui a piloté Max Mon Mermoz, corps, quoi? ouais. Qui m'a piloté, quoi? Et tu dis que c'est un autre toi. Et franchement,
c'est peut-être ça qu'on kiffe et qui est vraiment addictif, c'est de pouvoir se transcender. Et c'est cette transcendance, à partir de là, c'est bon, on peut lâcher les chevaux et c'est parti, quoi. C'est marrant parce que tu vois, on a fait le même sport, mais pas au même poste. Et moi, à ce moment-là, c'était. Alors, plus jeune, j'avais pas du tout envie de rigoler. J'étais plutôt du genre à me taper la tête contre les murs, par exemple. Et avec le temps, j'ai changé. Heureusement, pour ma tête. Mais moi, j'avais l'impression de partir à la guerre. Mm. Tu vois? Alors, je sais pas si c'est parce que le côté social, plein de choses. J'avais l'impression que j'étais en mission, en fait, tu vois? Et toi, très tôt, tu voyais ça comme du plaisir, comme un show. Moi, c'était un moyen de massacrer l'adversaire, de marquer l'adversaire, tu vois. C'était vraiment du combat. En plus, j'ai été formé à Toulon, donc t'imagines les valeurs qui m'ont été enseignées, tu vois. Donc, j'avais l'impression d'être un soldat qui partait en mission. Tu vois, c'est complètement différent. Bah, oui et non. Pourquoi? Parce que moi, c'est vrai qu'il y a le côté, en n'étant pas au même poste, on n'a pas du tout les mêmes approches, Mhm. mais il y a un point commun, on va dire, à ce qu'on fait, c'est que sans combat, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire. Et moi, en étant trois quarts, et c'est pour ça que c'est une technique mentale que je me suis appliquée et mis en place, un rituel, et je t'explique pourquoi, c'est que Bernard Laporte, pour parler de lui, disait on peut jouer des équipes dites inférieures, même si on joue mieux, même si on est meilleur techniquement, même si on est meilleur dans tout. Si on ne gagne pas le combat, on ne peut pas faire tout ça. Et sans combat, on devient un joueur normal, banal. Et on devient une équipe banale. On a perdu, sans manquer de respect, contre des équipes de bas de tableau, à l'époque, du Grand Toulon. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs au rugby, c'est parce qu'ils ont mis ce fameux combat. Donc moi, j'avais développé une technique qui était de me mettre dans un état psychologique et émotionnel de guerrier. D'accord? Et ça passait par regarder des vidéos de motivation assez hard. C'était regarder des highlights de plaquage de rugby à 13, parce que la violence te met dans des prédispositions, sachant que le subconscient détermine 95% de tes actions. Ça, faut s'en rendre compte. Mhm. À ce moment-là, je ne me rendais pas spécialement compte, mais je comprenais que si je stimulais visuellement, émotionnellement, musique, image et son, euh, mon mental, mon corps, poum, les frissons, les veines, les muscles qui se contractent, t'es pas dans le même état. Mhm. Et donc, du coup, quand j'ai joué à Toulon, je t'avoue que, et ça, je vous le dis, c'est de la confidence, je jouais à l'UFC sur la PlayStation. Mais je jure que c'est vrai. Et avant, je jouais UFC, j'avais un personnage, il était solide mais rapide, et je jouais et il fallait que je gagne tous mes combats. Et toi, à chaque fois que ça tapait, j'ai l'impression que c'est moi qui frappais. Et du coup, je prenais mon scout, j'allais après à Mayol, C'est parti. et en fait, sur le terrain, je me sentais invincible comme mon personnage. Ouais. Et je te jure que c'est vrai. Et je te jure que même si je faisais pas des mêlées, même si je faisais pas 150 kilos ou 130 kilos, ça m'empêchait pas de mettre des tampons, de pouvoir jouer physique et technique, parce que tu es obligé d'avoir cet aspect-là dans notre sport. Alors certes, moins important, parce que la mêlée, la touche, tout ça, franchement, c'est un autre sport et il Mhm. faut vraiment s'en rendre compte. C'est pour ça que, même si j'aime chambrer, rigoler, j'ai toujours eu beaucoup de respect, parce que je sais pas quand vous faites, quand vous avez fait ou quand vous faites pour faire ce sport-là, parce que comme ça pompe en énergie, et après courir, et vous demander tout ce que... Nous, franchement, on est des bourgeois derrière. Donc, mais je me suis toujours préparé dans cet état-là, parce que je suis passé à côté des fois de certains matchs, parce que j'ai voulu tricoter sur un terrain, et parce qu'il me manquait sa dimension combat. Donc, j'avais vraiment développé des techniques de préparation. Donc la PlayStation aide, comme les pilotes de Formule 1 vont répéter sur des circuits avec les jeux vidéo, comme des militaires vont s'entraîner, C'est ça. et travailler et se préparer. Ça ne veut pas dire se taper la tête contre les murs ou ne pas sourire. Ça veut se dire faire les choses qui sont adaptées à nous, qui nous correspondent et qui nous aident à nous mettre et à nous projeter pour être performants dans ce qu'on a à faire. Exact. Moi, le fait d'avoir côtoyé des joueurs étrangers, ça m'a permis de prendre conscience qu'on pouvait se préparer autrement, tu vois. Toi, tu as eu la chance de jouer en Angleterre. Tu as joué avec les meilleurs joueurs du monde aussi en France. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au rugby pour toi, de manière générale? Alors c'est génial que tu en parles, parce que
Au Stade Toulousain, à l'époque, il y avait déjà beaucoup d'étrangers. Et c'était pas l'époque où tu avais des étrangers pour avoir des étrangers. C'est tous les étrangers que, normalement, que tu prenais, ils apportaient une plus-value. Et c'est un truc tout bête, mais le fait que les étrangers, et ça j'en parle encore aujourd'hui, et c'est pour ça que les nouvelles générations sont performantes, c'est qu'aujourd'hui, plus personne se juge en fonction de qui tu es et de tes habitudes et de tes routines. Parce qu'un mec, c'est tout bête, je vais prendre un Castro Giovanni, qui arrive, donc toi, physiquement, qui est assez rude, âpre, mais qui a un côté très féminin et sensible et très propre, enfin, très attentionné. C'est souvent le cas des piliers, bizarrement. Oui, mais les gens ne se rendent pas compte. En fait, on a tous un masculin sacré et un féminin développé. Ouais. Et ce qui n'a rien à voir avec notre sexualité, mais juste sur notre personnalité. Et là, Castro Giovanni qui arrive, je mange sans gluten. J'arrive à Toulon, Johnny boit pas. Je dis, ouais, mais moi, à l'époque, j'avais des habitudes autres que le reste de l'équipe et j'étais pointé du doigt. Donc, je pense qu'ils ont permis, les joueurs étrangers ont permis aux joueurs français déjà de se remettre en question, aux coachs français de voir qu'il y a d'autres choses. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, au Stade Toulousain, à partir du jeudi, si tu souriais, dans la vie de tous les jours, T'es mort. T'es mort. C'est-à-dire que t'es pas un mec sérieux. Et la musique dans le musique dans le bus et dans le vestiaire, c'est improbable. Toi, quand tu vas jouer à Bath, pendant que tu t'échauffes ou tu te changes, tu as le vestiaire, tu as vu, ils font 9 mètres carrés, les vestiaires, et tu es quasi collé au vestiaire adverse. Et eux mettent musique à fond. Donc en fait, tu t'ambiances avec les adversaires. Et ils te sourient, mais au moment du switch on et switch off, c'est ça qu'ils ont amené en France. C'est une rigueur de travail, une manière de travailler différente, et surtout une ouverture d'esprit qui fait que ça a fait évoluer les mentalités. Et sincèrement, évoluer en étant soi-même, c'est quand même plus simple qu'en évoluant en étant bridé et en limite en culpabilisant de qui on est. Toi, d'ailleurs, tu as une image un peu particulière dans le rugby en France. Les gens te trouvaient plutôt arrogant, parfois prétentieux. Comment t'expliques qu'ils aient cette image et que moi, pour te connaître, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Moi, au contraire, ce que j'aimais chez toi, d'ailleurs, en jeune, c'est que tu dégageais une confiance et une sérénité que j'enviais, en fait. Je trouvais ça super classe, même. Tu vois ? Pourquoi les Français ont cette vision de toi ? Alors, aujourd'hui, avec le recul, il y a beaucoup de choses, on va dire, que je pourrais expliquer, comme juste la communication non verbale. Comme j'ai expliqué même sur mes réseaux sociaux, j'ai compris que le fait des fois de ne pas parler, c'est vu comme de l'arrogance. Alors que moi, c'était de la timidité. Quand sur un terrain, tu t'amuses et que tu te régales, regarde-le, il a trop confiance en lui. Alors que dans ta vie de tous les jours, tu as zéro confiance en toi. Et tous les gens qui me connaissent, dans ma vie privée, ils savent que j'ai jamais eu confiance en moi en tant que personne. Toi, j'ai eu du mal à me faire confiance. Mais le rugby, ça a strictement rien à voir. Le rugby, c'était ma passion. Et quand je suis sur un terrain de rugby, je suis moi. Donc, ça n'a strictement rien à voir, on va dire, avec de l'arrogance, avec autre chose. Et il faut comprendre que je suis parti à 15 ans de chez moi, c'est pour vivre mon rêve. Donc, si des fois, je paraissais des fois un peu trop sérieux ou concentré ou focus sur des objectifs, ça n'a strictement rien à voir avec les autres. Donc, au final, et je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé avec un coach, que je tairai son nom, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais en équipe de France, moins de 18 ans, je lui ai dit, c'était quoi le problème avec moi? Et à ce moment-là, on me dit, en fait, les gars sont jaloux. Je lui ai dit, mais jaloux de quoi? Pour moi, je voyais que mes défauts, j'étais qu'un mec ordinaire. Et en fait, on se rend pas compte qu'en fonction du vécu de chacun, de sensibilité de chacun, tout le monde se fera un avis différent sur toi. Et toi, d'autres, tu vas inspirer des personnes comme toi, et d'autres, tu vas gêner, et du coup, ils vont aller baver sur toi. Et pour avoir discuté aussi avec d'anciens joueurs, où on s'est découvert après le rugby, ils me disent, ouais, quand on parlait de toi, on dit, ouais, il nous dérange. Et quand on demandait pourquoi, ils ne savaient pas pourquoi. Donc au final, souvent, quand on prend le temps de baver sur quelqu'un, c'est qu'elle nous dérange, soit elle a des choses qu'on aimerait avoir, ou soit elle a des choses, elle fait des choses qu'on aimerait faire. Et je pense que souvent, c'est une personne qui nous met face à nos limites ou à nos carences. Et je peux le comprendre. Mais moi, je l'ai mal vécu quand même ma carrière, pendant longtemps, parce que
je me suis tout le temps remis en question parce que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait dire ça de moi, alors que j'étais tout l'inverse et que, au contraire, j'étais pas confiant du tout. La preuve, dans ma vie sentimentale, c'était le chaos parce que je me laissais tout le temps faire, parce que j'avais jamais confiance en qui j'étais. Et du coup, bah, je laissais faire plein de choses et je me suis lié à certaines personnes qui ont vraiment exploité toutes ces failles-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours j'avais entrepris un travail sur moi par rapport à ma confiance et mon estime de moi. Et, souvent, ce qu'on veut montrer et ce qu'on est, et il y a toujours un décalage. Mais toi, quand j'arrive à Perpignan, euh, moi, j'arrive juste pour m'amuser et kiffer le rugby, quoi. Kiffer. Et ben, à la fin d'année, ben, on fait le point. J'ai la chance d'être élu meilleur joueur. On est champion. Sauf que je suis pas catalan. Donc les mecs, les Catalans, je les gêne. Parce qu'ils se disent, attends, lui, il est un petit peu bronzé. Et je l'ai vécu, voilà, un peu de racisme. C'est pas lié au rugby, c'est lié à l'être humain. On le sait, c'est comme ça. Mm. Euh, mais à ce moment-là, j'ai les partenaires qui sont gentils avec moi, ils me donnent des voitures de sport, ils m'invitent partout. Les médias, je fais des couvertures, je signe des contrats publicitaires avec Dim, avec Puma, avec plein. Je vais remettre des prix au Energy Music Award. Euh, je suis invité à Roland Garros à ce moment-là. Enfin, je commence à sortir du monde du rugby tout en étant performant sur le terrain. Et j'ai rien demandé, moi. Mm. Donc moi, je kiffe. Bah, les mecs, ça les dérange. Donc du coup, on va trouver tous les défauts du monde. Par contre, quand les mecs, ça leur arrive, tout ça, eux, par contre, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc c'est pour ça qu'arrivé à un moment, je comprends, j'ai pas tout bien fait. Euh, Par moment, j'ai été trop focus sur moi parce qu'en fait, je voulais tellement m'améliorer, je voulais tellement être mieux, meilleur, que j'oubliais de m'intéresser aux autres, non pas par égoïsme, mais par quête de performance et de succès personnel. Mais j'ai jamais écrasé un coéquipier ou jamais dénigré un coéquipier pour mon propre intérêt. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je culpabilise pas du tout, mais je sais que j'aurais pu faire mieux sur certains points. Ouais, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu voulais pas paraître. Moi, si tu veux, jouer au rugby, ça me permettait aussi de montrer, je voulais montrer aussi à travers le rugby que j'avais réussi, que l'arabe avait réussi aussi quelque part, tu vois. T'es arabe? Donc, à moitié. Et, et donc, je me soucie aussi de l'image des gens, tu vois. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de vouloir ressembler à l'image que je reflétais. Et ça m'a fait du mal, ça m'a fait du tort. Avec le temps et l'évolution personnelle, ben, on change, tu vois, on progresse. Mais si tu veux, c'est très difficile d'intégrer un groupe, de s'intégrer quand j'avais du mal quand les gens ne m'aimaient pas, tu vois. Et en réalité, les gens m'aimaient pour ce que je faisais sur le terrain, pour qui j'étais sur le terrain, tu vois. Le reste, on parlait des joueurs étrangers, ils s'en foutent complètement. Si tu es compétent, tu es le bienvenu. Si t'es pas compétent, va travailler et tu reviendras, tu vois. Donc, je trouve que tu avais cette force-là et c'est... Et j'ai vécu comme toi, hein. J'ai mal vécu aussi de ne pas être aimé pour qui j'étais. hmm, C'est dur, parce qu'on cherche, qu'on le veuille ou non, on cherche à être aimé, ou pas on cherche, mais on veut. On peut pas être heureux, et si on n'est pas heureux, on peut pas réussir dans ce qu'on veut faire. Donc du coup, j'étais un joueur, au-delà du talent, on va dire, qui est, je dis pas subjectif, mais qui est, on va dire, on peut dire plus ou moins de talent, mais ce qui est sûr, c'est que le sens du jeu, le sens de la lecture, le sens du rugby, le sens de tout ça, je l'avais depuis tout petit et je l'ai toujours appris en regardant la télé, les All Blacks, mes coéquipiers. Je me suis toujours inspiré de mes coéquipiers. Et, euh, et en fait, même aujourd'hui, quand j'entraîne des gamins, il y a des petits, une fois, je me rappellerai toujours, il y en a un, il arrive, il te fait coup de pied par au-dessus, il va marquer. Je dis, mais t'as appris ça où? Il me dit, bah, en regardant ça à la télé. T'avais déjà joué au rugby avant? Il me dit non. Donc, toi, on est et on devient qui on veut être. Et j'ai toujours été un joueur, on va dire, libre. J'ai toujours un joueur libre et libre. En France, on associe ça des fois à contre-courant ou contre la hiérarchie, alors que pas du tout. Et sincèrement, je pense que tous les coachs qui m'ont coaché ont toujours été très élogieux sur moi, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et c'est l'une de mes plus grandes fiertés. ouais, exact. Donc, est-ce que pour toi, le talent, c'est quelque chose d'inné? Oui, il y a une forme de... Le talent est inné, mais le talent est vraiment, vraiment, vraiment pas suffisant pour réussir dans ce qu'on veut faire.
Et là, je parle vraiment au sens large. Là, on parle de rugby, on peut parler de foot, de Bien sûr. tennis, d'entrepreneuriat. Des joueurs talentueux, sincèrement, on en a connu combien? Des milliers. Sincèrement, des mecs plus rapides, des mecs plus costauds, des mecs, on en a connu. Et tous, on se le dit quand on est autour d'une table. Mais ce qui fait la différence, pour moi, c'est la perception de ce qu'on fait. C'est donner un sens à ce qu'on fait, Le pourquoi. le pourquoi, et surtout d'avoir cette flamme en nous qui va faire qu'on va mettre toute l'énergie, qu'on va tout faire pour développer ce qu'on a en nous et surtout réussir, mais sans jamais prendre ça pour acquis. Le meilleur exemple, c'est les enfants. Quand je coachais mon fils, voilà, sur l'équipe, il y avait 12 gamins. Sur les 12, les 2-3 meilleurs, ils sont identifiables. Par contre, je leur explique que lui et lui réussiront jamais, pour l'instant, parce qu'ils sont suffisants. Par contre, tu as 2-3 autres joueurs qui sont moins bons. Mais par contre, ils travaillent. Et on le sait, et on l'a vu, on l'a vécu. Le haut niveau, c'est pas les joueurs les plus talentueux, c'est les joueurs les plus rigoureux, les plus travailleurs, ceux qui ont une discipline. Et sans discipline, sans réel objectif et sans réelle passion, c'est impossible d'atteindre ces objectifs. Et je pense que le talent est nécessaire pour être grand, mais n'est pas essentiel pour réussir. Ok. Je pense aussi que le talent, il est influencé par l'extérieur, en fait, tu vois, par l'environnement dans lequel tu as vécu. Je crois que ça a une part aussi importante, mais ça, c'est d'un sens un peu plus large, tu vois. Ça aide. Exact. Mais d'autres réussissent alors qu'ils ont une famille qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font. C'est pour ça que je trouve très dur de limiter, en fait, les qualités d'un joueur, dire oui, mais lui, il a du talent. Oui, tu sais, dans le sens, ouais, exactement, dans le sens où c'est inné. Non, en fait, il y a une grosse part de travail. C'est tout ce que tu viens de dire, tu vois. Une grosse part de travail, de sacrifice, d'exigence. Et de dire que ouais, c'est un joueur de talent, ça banalise et ça me gêne, en fait, tu vois. Il voit pas le travail. Ouais, en fait, même nous, on se rend compte que tous les jours, on s'entraîne. Tous les jours. Mais tous les jours, on essaie de progresser. Et tous les jours, il y a des gars qui travaillent aussi autant que toi, voire plus. Donc, tu dois toujours faire plus. Et en fait, si tu as du talent, tu peux réussir à exceller 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si tu travailles pas, tu disparais. Tu es une étoile filante. Et je pense que de mes 15 ans à mes 34 ans, j'ai connu très peu de contre-performances, pour être sincère. Même, on me l'avait dit, les journalistes, comment tu fais pour enchaîner, etc. C'est en fait, parce que c'est du travail. Et le travail, ça vient de soi et ça vient après aussi de son environnement. Et quand tu es dans des clubs, quand tu as des coéquipiers qui sont travailleurs, on peut parler de Johnny Wilkinson. On va en parler, oui. Tu peux pas être suffisant. Tu peux pas t'arrêter de travailler. Et c'est comme dans le business. Si tu es content de ce que tu fais et que tu arrêtes de progresser ou tu cherches pas à progresser, on stagne jamais. C'est soit on progresse, soit on régresse. Et dans le sport, c'est exactement la même chose. Donc, réduire quelqu'un à juste son talent, c'est, je pense, se rassurer. La personne qui dit ça, c'est se rassurer parce qu'il voit pas tout le travail. Et j'ai un exemple qui vient en tête, c'est Usain Bolt qui dit « J'ai travaillé par exemple pendant 4 ans, tous les jours non-stop, pour quelques secondes. » Donc, c'est vrai que ça me fait des frissons parce que je le vois courir et je me vois Max Mermoz dire « Ouais, vas-y, le mec c'est trop facile, il est grand, il est si... » On s'est tous dit, mais il a des qualités. C'est des qualités normales, naturelles. Mais en fait, le mec, il te dit non, je travaille tous les jours depuis tant d'années pour, c'est combien, 9 secondes, non 9 secondes et quelques. Comme moi. Ouais. Pas sur la même distance. Sur 10 mètres. Moi, sur 100 mètres, mon record, c'est 100 mètres, c'est tout. C'est 100 ans. Mais du coup, et quand tu as compris ça, tu te dis, ben ouais. Et le pire, c'est les sports individuels. Hein. La natation, toutes ces courses, vraiment ces sports individuels ou la boxe. Hallucinant. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de tapage médiatique autour de la boxe, et combats UFC, MMA. Les mecs s'entraînent pendant 1 année, t'imagines, 1 année, pour des fois 5 secondes. Je vois de quel combat tu parles. Donc, le talent, franchement, j'ai envie de dire, et c'est un message d'espoir à tous les gens sans talent ou qui croient qu'ils n'ont pas de talent, parce qu'on a tous un talent. Lâchez rien parce que le travail paye. Mon père disait ça,
Tout le monde dit ça, tous les anciens nous le disent. Et aujourd'hui, on devient vieux pour les jeunes et on est toujours jeune pour les vieux. Le travail paye, donc travaille et ça paiera toujours un jour, tôt ou tard. Exact. Et on parle de travail et justement, tu montrais ce cadre. Qu'est-ce que t'as inspiré Johnny et qu'est-ce que t'inspire ce cadre de manière générale? Bah, le cadre est beau. Non, il est magnifique. Il est en bois. Oui, il est en bois. Il est bien signé. Petit personnage stylé, très reconnaissable. Non, ça me replonge dans des émotions. Quand je vois marqué champion de France et d'Europe, donc c'était le doublé du RCT. Et moi, mon souvenir de ce tableau, quand je vois ce tableau, je vois des gamins. Donc c'est nous, les joueurs, pour la moitié alcoolisés et d'autres fatigués, voire tout le monde qui était très fatigué, avec lunettes de soleil. Et on atterrit à Toulon. On est reçus comme des prophètes. Voilà. Mais c'est rigolo parce que nous, on a juste joué au rugby, on n'a rien fait d'autre. On n'a sauvé personne. C'est la passion à Toulon. Et là, on arrive en bateau sur la rade. Incroyable. T'as des joueurs qui plongent en saltant. Toi, en fait, c'est ce sentiment de joie et de liberté. Et là, on arrive et le partage avec le public. Toi, c'est l'un des seuls moments que j'ai vraiment pu partager. Et c'était juste un moment de communion extraordinaire. Donc, ce tableau me fait penser à ça. Et Johnny me fait penser à quelqu'un qu'on a mis sur mon chemin pour me permettre de passer un step supérieur. Quand j'arrive à Toulon, c'est en 2012. Je sors d'une année Coupe du Monde, vice-champion du monde. Une année très compliquée en club, où on sauve le club qui était vraiment pas bien quand on est revenu du mondial. Et là, à ce moment-là, j'ai des certitudes. C'est-à-dire, je me suis frotté au All Black en Nouvelle-Zélande. Je ne me suis pas senti inférieur. Tu sais que c'est un éternel recommencement. Mais quand tu arrives à Toulon et que tu côtoies Johnny Hawkinson, il y a l'image qu'on a de Johnny et il y a ce qu'il est. Et en fait, tu vois juste, tu te reconnais en lui dans le sens où tu vois un gamin qui fait juste ce qu'il aime tous les jours. Mais lui, de manière limite addictive et maladive. C'est ce que j'allais te dire. Moi, ça m'a choqué. Et lui, il est prisonnier de ça. Ouais. Je lui ai dit une fois, il y avait tempête. On est vendredi soir. Bernard, il arrête l'entraînement. Ouais. Parce qu'on s'entraînait à Léo-Lagrange, donc un synthétique, mais il y avait ça d'eau sur le synthétique. Le vent, les poteaux qui bougent dans tous les sens. Donc Bernard, il a dit, ça sert à rien. Mise en place, elle est finie. On a fait 3 passes. Demain, on joue. Et là, Johnny prend le sac de ballon et il va buter à Mayol. Je regarde Johnny, je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu vas taper là, le ballon, il va aller là-bas. Il me dit, ça sert à rien. Et tu as 33 ans ou 34 ans. Et le fait d'appuyer ses passes, de répéter, ça m'a fait gagner en confiance en moi et de gagner en efficacité, de gagner en prestance, en présence et de gagner aussi de respect, la confiance de tes coéquipiers. Et quand tu es à côté de lui et que tu dis, ouais, la balle à droite et qu'il ne te la fait pas, à la vidéo le lundi, tu dis, pourquoi tu me la fais pas? Et là, il te dit, mais mec, la manière dans laquelle tu m'as dit, donne-moi le ballon, j'ai pas confiance. Je sens que... Et au final, il a raison. Parce que souvent, quand on dit des fois, on se cache ou on dit, ouais, vas-y, elle était bonne à droite, mais pourquoi t'as pas pu insister, en fait? Et à partir de là, tu deviens un autre joueur, un autre homme, et tu grandis. Donc cet homme-là fait grandir tout le monde et m'a fait grandir. Et comme on dit, et on l'a fait floquer sur le maillot, merci Johnny. Merci Sir Johnny. Merci Johnny, Sir Johnny. Moi, mais je te rejoins quand tu parlais presque de malade. Moi, je me rappelle quand j'ai eu la chance de le côtoyer, j'avais le temps de terminer l'entraînement, d'aller manger avec les collègues, de passer avec, me faire soigner, faire du froid et partir, que lui, il était encore sur le terrain. Mais tu sais ce qu'il faisait? Il posait le ballon et il visait un poteau pendant 2 heures. Et pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Je me suis dit, c'est pas possible. Jusqu'au jour où Mourad, il allait le voir et il lui a dit, arrête, s'il te plaît. Tu sais, à l'époque, il avait des histoires de blessures, etc. Il voulait pas qu'il se pète. Et arrête. C'était... Moi, il m'a marqué pour plein de raisons. Aussi, humainement, il était d'une douceur, d'une gentillesse, que ça soit envers les gros CV, entre guillemets, et les petits CV. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai joué avec des mecs qui ont même pas fait un dixième de ce qu'il a fait. Et qui n'ont pas son talent. Qui n'ont pas son talent et qui te prennent de haut et qui ont le boulard, tu vois. Lui, il accordait du temps. Il allait s'entraîner avec les jeunes et tout. Et c'est une leçon, quoi. Tu vois, ce mec-là, dans sa globalité, c'est une leçon de vie.
Est-ce que, de manière générale, est-ce que tu as des regrets et des remords sur ta carrière? J'aimerais, parce que sur l'instant T, t'en as, parce qu'après, tu dis j'aurais pu mieux faire, mais tout, tout est arrivé, tout ce qui est arrivé, il fallait que ça arrive. Donc aujourd'hui, non, comme je te dis, j'aurais aimé faire mieux sur certains points, peut-être humains, sportifs. Tu sais, je sais plus, il y a plein de personnes qui en parlent, mais c'est quand on est jeune, on a les jambes et pas la tête. Et quand on est vieux, on a la tête et puis les jambes. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, tout est une question de timing et rien n'arrive par hasard. Et souvent, bien souvent, les difficultés ou les obstacles qu'on m'a mis m'ont permis d'aller plus haut. Et j'ai tendance à dire, plus j'échoue, plus je réussis. Plus j'échoue, plus je réussis. Plus j'ai eu d'obstacles, plus je suis allé loin. Plus je me suis surpassé, plus je me suis remis en question. Mais au milieu de tout ça, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai failli devenir fou, j'ai voulu abandonner des centaines de fois. À 20 ans, je me suis dit, 21 ans, je me suis dit, dans 9 ans, 10 ans, j'ai que 30 ans, j'y arriverai jamais, c'est impossible. Donc, non, en fait, je m'interdis d'avoir des regrets ou des remords parce que ça ferait juste perdre de l'énergie. Et, et puis, ce qui est fait, en fait. Ce qui est fait en bien. Ce qui est fait en mal. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Chacun son chemin. Et oui, et puis, je pense qu'il faut surtout être fier de ce qu'on a fait parce que on aurait pu faire mieux. Mais on a toujours fait beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Et je pense qu'il faut être reconnaissant et avoir un peu de gratitude. Max, maintenant, ensemble, je voudrais qu'on parle de la performance. Pour moi, la performance, tu vois, c'est transcender les limitations physiques, mentales, intellectuelles, qui étaient ancrées en moi ou façonnées par la société. Pour toi, c'est quoi la performance? Au sens large, Dans le sens large. que ce soit sportive ou autre, ou Ouais, exact. la performance, c'est une bonne question. Performer, la performance, c'est mettre tout faire, on va dire, tout mettre à disposition, aller recruter toutes les ressources qu'on a en nous, que tu viens de citer, pour le jour J ou l'instant T, ou pour atteindre ses objectifs et prendre du plaisir et atteindre ses objectifs. Je pense que c'est ça, performer. Parce que dans la performance, il y a de l'échec, et ça t'empêche pas de réussir quand même. Donc performer, c'est vraiment utiliser et mettre en œuvre toutes les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et les rêves qu'on a en nous. Ok. Voilà. Et quels sont les... Pour performer, il y a des choses que l'on peut maîtriser. J'appelle ça le maîtrisable. Le sommeil, l'alimentation, un équilibre de vie. Quels ont été tes axes de travail, toi, pour performer? Tous les axes qui sont liés à, comme tu as dit, à ce qu'on peut maîtriser, contrôler. Et en fait, j'ai été en quête de performance et d'équilibre parce que jeune, en arrivant à Toulouse, tu es confronté à tout ce que tu n'as pas. Tu vois tous tes défauts, tu vois toutes tes carences. Donc j'étais tout le temps en quête de recherche, souvent extérieure, puisque on est au début de l'ère pro et quand tu as 15-16 ans, tu n'es pas une priorité pour un club pro. Et donc, je suis allé chercher déjà de l'alimentation, de la préparation physique. Après, tout ce qui va être comment fonctionne ton émotion, que ce soit pour ta vie rugbystique ou ta vie personnelle. Et en fait, tout au long de ma carrière, je suis allé chercher des compétences extérieures, souvent au rugby ou dans le rugby, parce qu'il y a des gens très compétents aussi, pour essayer de faire progresser tous ces aspects, tout ce mapping, pour trouver cet équilibre-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un webinar avec médecin de l'équipe de France de basket, Geoffrey, je l'appelle Joe. C'est parce que tu as oublié le nom. Non, Si. parce que je vais pas bien le dire. Et je l'ai vu sur LinkedIn. Tu vois, vu, ouais. et il va rigoler si je dis mal, donc je préfère ne pas m'embrouiller avec. Et on va dire, il y a un mapping qui est très simple avec cet équilibre-là, et on se rend compte que quand on cherche souvent une solution pour sortir d'une situation ou pour être meilleur. Et on se rend compte que c'est pas une, mais c'est plusieurs. Et toutes sont liées et en synergie. Et à partir de là, au début, on ne sait pas. Donc on fait, ouais, peut-être que je mange mieux. Tu manges mieux,
mais il n'y a pas tant de résultats que ça. Ouais, mais peut-être que je travaille mieux. Parce que les deux, c'est lié. Mhm. Ouais, mais émotionnellement, machin, où il t'arrive une embrouille dans ta vie privée, bah, il y a tout qui tombe à plat, en fait. Et puis d'un coup, si t'es pas bien dans ta vie émotionnellement, bah, tu dors mal. Mhm. Mais si tu dors mal et que tu manges bien et que tu t'entraînes bien, mais si tu récupères pas bien, ça sert à rien. Donc des fois, il vaut mieux dormir et moins bien manger que mieux manger et pas bien dormir. Parce que faut se rendre compte que tout est lié. Et en fait, après, ça devient juste des routines et une discipline. Et ce qui est bien, et j'invite les gens à trouver souvent un binôme, que ce soit dans sa vie ou peu importe, pour s'aider, parce que je trouve que quand on est avec quelqu'un enfin souvent quand on est ami ou quand on admire quelqu'un, c'est qu'il a des choses qu'on aimerait avoir. Et donc du coup, il faut s'en inspirer et ça nous aide et on s'entraide mutuellement. Donc la recherche a toujours été perpétuelle et continuelle. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, on va dire, 20 ans d'expérience fait qu'aujourd'hui, je transmets aux autres. Ok. Est-ce que d'ailleurs, tu parlais de binôme, est-ce que toi, tu as eu un mentor ou quelqu'un qui t'a inspiré Oui. ou plusieurs personnes? Oui, c'est Pour des gens, qui et pourquoi en fait? ça a été des gens, ça va être long de dire tout le monde, mais il y a eu des gens quand j'étais petit. Pourquoi? Parce Choisis-en une. qu'une, Ouais. c'est compliqué, mais une personne qui m'a aidé dans ma vie, dans ma carrière à tenir et qui a vraiment poussé et qui croyait en moi, c'était Emile Ntamak. Et j'ai joué avec lui, oui. Oui, j'ai joué avec lui et j'ai joué avec son fils. Mais, mais Emile, parce que j'ai fait mon premier match en équipe 1 au Stade Toulousain avec lui au centre, il m'a dit quelque chose où j'avais pas le droit on n'avait pas le droit de garder le maillot. Alors que d'habitude, quand tu es le premier match, on te laisse le maillot. Et là, il m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est un jour, c'est toi qui me donneras ton maillot. Il m'a dit ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, il est devenu mon coach avec les espoirs. Il est devenu mon coach en équipe de France, moins de 21, on est champion du monde. C'est devenu mon coach avec le 15 de France. Et quand je suis parti du Stade Toulousain, il m'a un peu expliqué, on va dire, les coulisses et pourquoi à un moment ça a bloqué. Et il m'a dit, quel que soit l'endroit où tu seras, quel que soit le club pour lequel tu joueras, j'aurai toujours un œil sur toi et je serai toujours là pour t'aider. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 4 ans que j'ai arrêté et on s'est recroisés. On s'écrit des messages parfois, mais on s'est recroisés aux 70 ans de Midi Olympique. On a parlé pendant je sais pas combien de temps dans le bus parce qu'il m'a dit Max, pour me conseiller, pour m'aider et pour me dire continue à croire en toi. N'attends pas, n'attends pas un tel ou un tel, t'as pas besoin d'eux. Toi, et encore là, même si j'ai fait ce travail sur moi, j'ai toujours ce réflexe de dire je veux faire avec parce que j'aime partager. Je trouve qu'ensemble, c'est plus fort, c'est plus stimulant. Et il me dit non. Il me dit regarde, moi je fais comme ça, ça, ça. Certes, avec une institution, mais toi, tu peux le faire seul parce que tu es toi. Mm. Et toi, il me le rappelle. Et je pense que ça a été un peu mon fil conducteur tout au long de ma carrière. Et que même 10 ans après être parti du Stade Toulousain, même X années après, ces mots résonnent en moi. Et il fait partie de ces personnes qui ont cru en moi, qui m'ont défendu et qui m'ont fait tenir à des moments où j'aurais pu tout abandonner. On dit que le rugby est une grande famille, on parle des valeurs. Émile devait être comme un papa pour toi, entre guillemets. C'est ça. Hein. C'était. C'est le rôle de mentor souvent. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que tu continues? Ben oui, forcément, parce que tu commentes et tu suis l'actualité du rugby. Moi, par exemple, quand j'ai terminé ma carrière, je souhaitais arrêter. J'ai pu choisir, tu vois, la fin de ma carrière. Est-ce que toi, tu l'as choisi? Et est-ce que tu as eu peur de ce qu'on appelle la petite mort du sportif? Alors moi, fin de carrière, un peu en eau de boudin, parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc ça a été beaucoup de souffrance et ça a été compliqué. Et ne plus pouvoir être le joueur ou l'être humain, l'homme Mmh. que je pouvais être, c'est-à-dire j'ai des problèmes d'équilibre et d'oreille interne. Mmh. Donc ça vient flinguer toute ta vie en fait. Donc j'ai pas vraiment choisi d'arrêter parce que ce moment-là, et encore aujourd'hui, bientôt 38 ans, je suis en pleine forme physique, c'est-à-dire là je rejoue, je cours, etc. Mais j'ai toujours des petits déséquilibres, etc. Donc c'est pas compatible avec le très haut niveau. Mais quand j'arrête, sur le coup, c'est un soulagement et je choisis à ce moment-là, c'est pas une petite mort, mais c'est une volonté réelle d'appuyer sur pause et de vivre pour moi, de m'occuper de moi, parce que toute notre vie, on est des soldats et on défend un club.
Donc on est juste un pion qui défend un club, alors que là, à ce moment-là, je dis, je veux avoir ma vie à moi et construire ma vie à moi. Ça n'a pas été facile non plus, mais sur le coup, c'était quand même un soulagement parce que au quotidien, c'était de la souffrance. Est-ce que tu as pensé à entraîner pour justement essayer tu sais, c'est la voie en général classique, pour partager, pour transmettre tes connaissances, tes compétences? Bah, je le fais. J'avais commencé à passer le BPGEPS en 2015. Mhm. J'ai validé toute la pratique et je suis parti en Angleterre en cours d'année. J'ai jamais pu valider la théorie. Et quand je suis revenu en France, on m'a dit que c'était trop tard. Donc, j'ai pas pu valider ce diplôme. Donc, avec mon statut de sportif de haut niveau, je peux coacher quand même. Et en fait, déjà en tant que joueur, et c'est Émile Tama qui me disait, c'est que même en étant joueur, même quand j'avais 19 ans ou 20 ans, bah, je coachais ou j'aidais les autres, mes coéquipiers, parce qu'en fait, je trouvais que c'était. Moi, on m'avait pas beaucoup transmis et très peu m'ont tendu la main. Et moi, du coup, je trouvais ça logique de le faire. Je prends un plaisir à le faire. Mon adage, c'est transmettre pour grandir et autant aider. Et je trouve que acquérir autant d'expérience, de compétences et de le garder pour soi, je vois pas l'intérêt. On va dire, quand j'ai arrêté le rugby, je coach des jeunes, 7, 8, 9 ans, 10 ans, des moins jeunes, des joueurs pros, des joueurs amateurs, et j'ai des résultats immédiats, instantanés. Encore là, avec un gamin qui joue au RCT, qui a 8 ans ou 9 ans, euh, en une séance, j'adore les témoignages en plus des parents, Mm. ils comprennent, enfin, les parents comprennent la pédagogie et mon approche, et je responsabilise tout le monde, quel que soit son âge. Et souvent, un enfant, c'est juste un adulte meilleur, amélioré. Mm. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je comprends. Et donc, du coup, je trouve qu'avec les gosses, c'est encore. Les gosses, c'est montrer aux adultes que, que la vérité n'est pas ce qu'on croit. La vérité est, est là. Et un enfant, on va dire, a tout de manière très brute, et ça sert à rien de le pervertir. Moi, le rugby, si tu veux, j'ai une drôle de relation avec. C'est un amour toxique que j'ai eu avec le rugby. Si tu veux, j'ai aimé le rugby jusqu'à que je sois devenu professionnel. Tu vois, la partie professionnelle m'a dérangé. Souvent, je me demandais, mais pourquoi t'arrêtes pas? Ça te plaît pas? Arrête. Et la réalité, c'était que c'était mon gagne-pain, tu vois. Donc, j'ai pas eu le courage ni la volonté d'arrêter. Aujourd'hui, mon fils fait du rugby parce que j'aime les valeurs que ça transmet aux gamins, tu vois. Mais s'il veut pas faire de rugby après, ça ne me dérange pas. Et je regarde très peu de matchs de rugby. J'ai regardé la Coupe du Monde parce que le Portugal m'a régalé, les Fidji m'ont régalé. Mais le reste, si tu veux, le fait de connaître un petit peu l'envers du décor, j'ai plus la passion, j'ai plus la flamme dans les yeux quand je parle de rugby ou je regarde le rugby. Pourtant, je n'oublie rien de ce que le rugby m'a apporté et, euh, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour moi, tu vois. Mais, et on en parlait tout à l'heure, tu me disais qu'il y a beaucoup de joueurs qui, lorsqu'ils arrêtent, euh, ressentent presque un soulagement. Moi, si tu veux, aujourd'hui, je me sens libre, je fais ce que j'aime, je suis kiné, j'ai la sensation d'être utile. Pourquoi, selon toi, on est nombreux à ressentir ça quand on arrête? On est très nombreux. Et comme je l'ai dit, c'était un soulagement, pas d'arrêter de faire ça, ce qu'on aime, mais de sortir et d'exister pour soi. Mhm. Et comme j'ai dit, on est tributaire. On est tributaire au quotidien de nos coéquipiers, on est tributaire de notre coach, de nos coachs, des présidents, des agents. Donc on est dans un milieu. Et là, c'est ce que j'aime, c'est que tu abordes ce sujet parce que quand on le dit, on peut passer pour quelqu'un d'aigri qui crache dans la soupe. Exactement. Sincèrement, et je te l'ai dit, tous les jours, je croise des joueurs ou je parle avec des joueurs qui sont encore en activité, qui disent qu'ils continuent pour payer les factures. Mhm. D'autres qui arrêtent, même à petit niveau, qui gagnent pas d'argent, mais qui sont dégoûtés parce qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui, et je pense que le Covid a aidé, c'est que les gens ont compris que la vie passe très vite, la vie peut s'arrêter très vite, et que si on se lève pas avec la joie et du bonheur, bah en fait, ça sert à quoi de vivre? Parce qu'au final, c'est ça qu'on cherche. Et quand on est tous les jours au quotidien à faire quelque chose qui est notre passion, mais que finalement, la vie est une question d'équilibre. Mhm. Si la balance plaisir est au-dessus de celle d'inconvénient, là, on kiffe. Mais très rapidement, dans le monde du haut niveau,
si la notion de plaisir baisse et la notion d'inconvénient et de mal-être, etc., prend le dessus, il n'y a plus de sens. Donc, on a beau te dire, tu gagnes de l'argent, on a beau te dire, tu fais du sport tous les jours, oh, c'est facile, c'est... Mais mec, je suis triste tous les jours en me levant. J'existe qu'à travers le joueur que je suis. Et si j'ai une contre-performance, j'ai une blessure, si le coach ne m'apprécie pas, si le coach change et que du coup, il me met hors circuit, si je trouve pas de club, si un agent me descend, si... En fait, je suis qui? Je suis qui? Qui tu es? Donc, tu as passé toute ta vie à vivre avec des chimères alors que tu t'es jamais construit en tant qu'homme. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure que j'étais vu peut-être comme quelqu'un de confiant, arrogant, mais parce qu'en fait, je dérangeais parce que j'essayais de me construire en tant qu'homme en dehors du rugby, parce que l'homme que j'étais dans le rugby n'était que l'homme, on va dire, qui était représenté dans les yeux par le prisme de chacun. Mais pas qui je suis. J'apprends à mon fils que quand on te critique en bien ou en mal, ça ne définit pas qui tu es. Tu es qui tu es. Donc, quelles que soient les critiques positives ou négatives, il faut juste les écouter, faire le tri, et surtout savoir vraiment qui tu es et te construire en tant qu'homme. Et donc là, quand tu arrêtes le rugby ou quand tu es dans le monde pro, les rapports humains sont complètement travestis, erronés, parce qu'il y a des enjeux financiers. Et aujourd'hui, quand il y a des enjeux financiers, quand il y a du pouvoir, les rapports humains sont faussés. C'est comme ça. On critiquait le foot, alors que dans le foot, tu as des gars intelligents, tu as des gars sensés, tu as des gars humains, tu as des gars géniaux. Mais en fait, c'est juste la nature humaine. Et dans le rugby, dès qu'on a vu un peu d'argent, qui commençait à critiquer tout? C'était les présidents. Parce que les présidents, eux, ils gagnaient de l'argent. Et nous, on était les petits pions qui amusent la galerie. Mais quand les joueurs commencent à gagner de l'argent, ça leur plaisait pas. Ils le disaient, les joueurs gagnent trop d'argent. Et pourquoi on t'en fait gagner? Ce qui te dérange, c'est que maintenant, nous aussi, on en gagne. Et en fait, ça change tout. Et du coup, la notion de plaisir, et je reviens à cette notion de plaisir, au quotidien, quand tu as tes potes qui prennent de tes nouvelles, quand tu as l'impression d'être important dans les yeux de tes coéquipiers, dans les yeux de tes coachs, dans les yeux de tout le monde, tu te sens bien. Mais dès lors que tu as une contre-performance ou que tu n'es plus dans les petits papiers du coach, les mecs, pour la plupart, ils s'en foutent un petit peu de ta life. C'est pas leur souci de savoir comment ça se passe à la maison. C'est pas leur souci de jouer aux cartes avec toi parce que finalement, vu que le coach, il t'aime pas, faut pas être associé à toi parce que du coup, le coach, il va te mettre dans le même panier que lui. Et ça, on l'a ressenti. Et quand on le ressent, on se dit, mais merde, qui je suis en fait? Mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour kiffer et faire ce que j'aime. Et en fait, tout est faussé. Et on va pas dire les noms parce qu'on s'en fiche. Mais tu as vu, je t'ai dit, il y a des joueurs qui ont changé de club, qui ont changé de région, parce qu'il me dit, mec, j'ai encore des crédits. D'autres, ils continuent parce qu'il me dit, ouais, je sais pas quoi faire après, en fait. Donc, je suis dans la merde. Donc là, il faut que je continue. Mais il leur tarde tous d'arrêter. Et en plus de ça, c'est quand même un sport très physique. Si tu vois tous les grands spécialistes médicaux, ils te disent une carrière à haut niveau, c'est 6-7 ans. Combien de temps on fait? 15, 20 ans, peu importe. Mais c'est de la destruction. Et quand tu arrêtes le rugby, allez, 32, 34, 38 même, j'espère quand même que tu as au moins 30, 40 ans à vivre. Si c'est pour ne plus supporter la lumière du jour, comme moi, à un moment, c'est mes vertiges où je vis avec. Il y en a, c'est des migraines en permanence. D'autres, c'est des nerfs pincés. Il y a des motricités qui sont perdues. Les gars, on est handicapé à vie après. Et on a une vie après cette vie-là. Et je pense que se construire en tant qu'homme pendant notre carrière est essentiel, primordial pour bien gérer sa carrière et bien gérer son après-carrière et surtout se réaliser en tant qu'homme et bien comprendre que le joueur de rugby n'est pas ce qui nous définit. Et il y a une phrase qu'on m'a dit quand j'avais, je crois, 17 ans et c'est vraiment ce qui m'a fait un déclic, c'est que quand je suis à Toulouse, je suis jeune, 15, 16, 17 ans, j'ai cette peur de ne pas réussir. Et on te le dit. Quand on fait le top 100, on va faire partie des 100 meilleurs joueurs de France. Donc tu comprends que si tu n'es pas dans le top 100, ta carrière, tu n'en auras pas. Ce qui est complètement faux. Hein. Mais tu te mets une pression qui est monstrueuse. Et là, c'était un entraîneur, un peu à l'ancienne. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est pas parce que vous ne devenez pas joueur de rugby professionnel que vous n'êtes pas et que vous ne serez pas des grands hommes. Waouh. Il m'a dit ça. J'ai entendu ça. Et là, je réfléchis.
parce que je côtoie des pros du Stade Toulousain à ce moment-là. Et là, je me dis, moi, quand je vois quelqu'un, je vois un être humain. Ouais. La plupart des autres, quand ils voient un joueur, ils voient que le joueur, ils voient pas l'être humain. Donc moi, il y a des joueurs talentueux où j'ai pas spécialement d'admiration ou de respect, parce qu'humainement, je trouve que c'est pas ouf. Et donc du coup, quand il m'a dit ça, je dis, mais en fait, mon objectif de vie, c'est pas d'être un joueur de rugby pro ou le meilleur, c'est d'être le meilleur homme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à partir de là, je me suis enlevé une pression énorme. Et c'est pour ça que, quelle que soit l'issue de ma carrière, une fin voulue, pas voulue, moi j'étais content d'arrêter pendant le Covid. J'aime pas les au revoir. Parce qu'il y en a, ils vont te juger. Ah, t'as fait ça? Ouais, mais c'est pas ouf. Ouais, t'as fait ça, c'est extraordinaire. Non, je regrette juste, c'est de pas avoir pu dire merci à tout le monde. Merci à ceux qui m'ont aidé. Merci à ceux qui ont essayé de me pousser. Merci à ceux qui ont essayé de me mettre des obstacles. Parce que sans eux, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, vraiment, faites les choses avec le cœur et essayez de vous construire en tant qu'homme et pas à travers ce que vous réalisez. Et on revient au savoir-être avant le savoir-faire. Exact. Mais moi, par exemple, dans ma situation, le rugby m'a permis de m'en sortir, tu vois. Donc j'avais une approche du sport et du rugby comme un échappatoire. Donc la relation, elle est différente de quelqu'un qui est juste passionné, qui est bien équilibré, tu vois, qui a une famille derrière lui, etc. Donc c'était un peu plus délicat. Enfin, moi, j'étais seul. Hein. Ouais. Enfin, j'étais à 1000 km, ma mère était aux Antilles, mon père dans les Vosges. À l'époque, on avait le téléphone avec les cartes prépayées. Ouais. Je dis au quotidien, tu te sens seul. J'étais à l'internat et après, j'étais dans un studio. J'avais pas de télé. J'avais un radio cassette ou CD, cassette et CD. J'écoutais des chansons, des vieilles chansons françaises. J'écoutais la radio, comment ça s'appelait, Rire et Chanson. Ma seule lecture, c'était des prospectus de Carrefour et de Lidl. Sincèrement, j'ai été seul. J'ai eu des grands moments de solitude. C'est pour ça que se construire émotionnellement, en tant qu'homme, frérot, j'ai pris toutes les autoroutes de France. J'ai pris des petits chemins. J'ai été perdu dans pleine campagne. Des fois, je faisais du rodéo en me croyant que, et puis finalement, le moindre truc qui te ramène à tes blessures. Donc, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, et c'est sincèrement un travail de toute une vie. Ouais, c'est passionnant ce travail que l'on fait sur soi, en fait, tout au long de sa carrière. Moi, je sais que, je suis devenu une bête froide, si tu veux, au fur et à mesure de ma carrière. C'est-à-dire que après, les difficultés me passaient au-dessus de la tête. Et au final, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à kiffer et à m'éclater sur le terrain et même dans mes relations aux autres, tu vois. Est-ce que tu constates, comme moi, qu'il y a de plus en plus de sportifs qui font des burn-out? Alors, à l'époque, c'était souvent en fin de carrière, le fait de raccrocher les crampons, de retourner à la maison. Mais maintenant, ça se passe, tu vois, même en pleine carrière. Comment tu expliques cette tendance? Pourquoi? Ben, je vais faire court. On nous presse comme des citrons. On oublie qu'on est des êtres humains avant tout. Et pour aujourd'hui intervenir dans les entreprises, conférences, il n'y a que des objectifs de résultats. Tu vois, les présidents, ils comprennent pas qu'on est des êtres humains, que si ça se passe bien sur le terrain, des fois ça peut mal se passer dans nos vies privées, et que tout gérer tout le temps et tout repose sur nos épaules, c'est compliqué. C'est très compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et là, avant, où je pense que la pression était peut-être moindre parce que les enjeux étaient moindres, aujourd'hui, même le championnat est plus intense. Les saisons sont de plus en plus longues. Là, on nous rajoute championnat du monde des clubs. Sincèrement, on va dire la chance, c'est que maintenant, les joueurs ont compris, et moi je le disais à l'époque, mais on me prenait pour un fou, les joueurs ont le pouvoir. On est acteurs de notre sport. Donc, c'est pas les dirigeants qui nous mettent la pression. C'est nous, si on est un petit peu sensé, c'est à nous de décider ce qui est bon aussi pour nous et ne pas se laisser faire. Et sauf qu'il y a des craintes, parce que si tu as c'est comme la CGT, on va dire. Ouais. Si tu es tout seul à faire la grève dans la rue, ce que te dire. Hop, poum, tu tires une balle dans le pied, merci, au revoir. Ton contrat, c'est exactement. Terminé, tu vois. Mais c'est cette carotte-là qui est difficile. On a la chance d'avoir Proval. Ouais. Et Proval, qu'on le veuille ou non, parce que Proval a des intérêts de partout, mais a réussi à nous défendre, a réussi à imposer des semaines de vacances en milieu de saison qui sont ridicules. Mais moi, pendant presque 15 ans, j'ai eu 15 jours de repos entre les saisons. C'est impossible.
Donc, si en dehors de mes entraînements, je ne m'aère pas l'esprit ailleurs, à quel moment je le fais? Donc, burn-out, j'aurais pu en faire 1000, ou j'ai dû en faire des petits que j'ai dû camoufler autrement. Donc, aujourd'hui, on voit des joueurs post-Coupe du Monde qui disent là, je suis lessivé, je suis rincé. Soit je viens m'entraîner, mais je serai éclaté au sol, ou soit vous me laissez un mois ou deux et je reviens plein gaz, quoi. Et à l'époque, tu avais les All Blacks, ils prenaient 6 mois sabbatiques. Exact. Mais on ne les prenait pas pour des fous, parce que c'est des pays ou c'est des cultures, les anglo-saxons, où ils sont dans la performance par le bonheur individuel, par le besoin individuel. Et moi, ce qui m'a marqué quand tu disais que j'ai joué en Angleterre, c'est qu'en France, quand tu te blesses, tu es d'accord que tu fais pas exprès et tu es dégoûté. Oui, et les coachs, qu'est-ce qu'ils nous faisaient? Ils nous faisaient culpabiliser. Ouais, c'est vrai. Et ils nous faisaient jouer même blessés. Ouais. Et si on était nul blessé, là, hop, ils te dégagent. On te paye, Max, il faut que tu joues. Voilà. En Angleterre, quand tu te blesses, et là je te parle, je suis en 2016-17, quand tu te blesses, moi j'étais un peu gêné, toi, parce que t'as un beau contrat, t'arrives avec un statut, et les mecs, premier truc, c'est ils te prennent des nouvelles, mais pour de vrai. Pas, vas-y, là, t'es un dénigrant, c'est ça va, c'est bon, t'as vu le médecin, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Les coachs savent ta rééducation, savent quand est-ce que tu vas être apte. En France, c'est les coachs qui disaient aux médecins quand est-ce que tu allais reprendre. Il y a un gros souci. Certains coachs vont se reconnaître, je ne vais pas les citer, mais c'est eux qui disaient au coach, il faut qu'il soit apte pour tel match. Non, 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 non. C'est le médecin qui dit au coach, il sera apte à partir de tel moment. Et toi, la différence. Et à partir de là, quand toi, entre guillemets, tu te sens respecté dans ton intégrité, t'es plus dans la même mood. Ouais, exact. T'es plus dans le... je sais pas, ta implication est différente. Et là, je suis en Angleterre, quand tu te blesses, déjà, quand on te donne une date, c'est pas le coach qui l'a dit, c'est le médecin. Donc déjà, c'est pas toi qui vas te mouiller. C'est ton corps, et c'est un spécialiste médecin qui dit il sera apte, reprise collective à partir de tel moment. À partir de là, tu reviens pas trop tôt, parce que à chaque fois que tu reviens trop tôt, tu te blesses, donc du coup, tu rallonges encore la blessure. Exact. 2, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de te laisser sur le bord de route, il te donne un rôle autre dans le groupe. Donc, il te demande de venir préparer les séances vidéo avec lui. Il te demande d'animer des entraînements, si tu peux, sans courir, mais juste en faisant des passes. Toi, et en fait, ce sentiment d'appartenance, qui est un des 6 ou 7 leviers sur la motivation, ça c'est un outil que j'utilise beaucoup, que ce soit pour les sportifs ou les monsieur, même tout le monde, ce sentiment d'appartenance est essentiel pour jouer sur la motivation et la réalisation de soi. Oui, parce que tu as le sentiment d'être respecté et d'être considéré pour... Tu as dit un truc tout à l'heure, tu as le sentiment d'être utile. Ouais, exact. Et quand tu as le sentiment d'être utile, quel que soit le résultat, tu es heureux d'être là. Ouais, c'est ça, tu es heureux d'être là. C'est vrai. Et comment... on en parle de plus en plus, donc je te disais, et pour les rugbyman, c'est compliqué, parce que tu vois, on a cette image d'armoire à glace, où on est costaud, on est fort, tu vois, on est Superman même. D'aller parler à quelqu'un, déjà à qui? Si tu vas voir ton entraîneur, il va penser que tu es quelqu'un de faible, de fragile. Tu vas en parler dans le vestiaire, la concurrence, ça va se dire, oula, ou même tes coéquipiers, ils vont dire, on ne peut pas s'appuyer sur lui. Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. À qui on peut parler? Comment on peut sortir de ces moments de solitude, ces moments de doute, ces moments de crise? Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Je vois de plus en plus de sportifs parler de santé mentale. Moi, ça paraissait évident parce que déjà tout petit, je me posais des questions que d'autres ne se posaient pas. Donc, je ne sais pas si c'était une qualité ou un défaut à ce moment-là, mais en tout cas, pour moi, ça paraissait évident. Parce que, comme je te dis, la chance d'être seul et isolé permet d'avoir toujours une réflexion sur soi-même. Le vide, c'est ça qui est ouf. Le vide amène toujours de la créativité. Un enfant, pourquoi c'est bien de ne pas tout le temps lui donner des choses à faire, des jeux, parce que tu te rappelles quand tu es petit, tu jouais avec des têtards, tu jouais avec des grenouilles, tu jouais dans la nature, tu inventes un personnage. C'est la même chose. Mon fils, des fois, il me dit « je m'ennuie ». Je dis « non, tu t'ennuies pas ». Je dis « sois patient ». Et en fait, tu le laisses. Et très rapidement, il commence à jouer avec un tissu, avec un ustensile de cuisine. Il va faire des avions avec des baguettes. Donc, à partir de là, je lui dis, à partir de là, ça me fait rire parce que je revois des choses. À partir de là, tu te mets face à toi-même. Et dans un groupe, savoir qui on est, et on en revient toujours à ça, savoir qui on est, c'est
la base, c'est l'essentiel. Penser à soi, ce n'est pas être égoïste. Penser à soi, c'est être attentionné envers soi pour être la meilleure version de soi-même, pour servir le collectif. Et plus on est axé, Génial. plus on est axé sur soi, plus on a d'interactions positives avec l'extérieur. Je l'ai appris à 35 ans. Les amis, je l'ai appris à 35 ans. Alors que plus je m'intéressais aux autres, et plus c'était conflictuel. Parce qu'en fait, j'étais jamais moi-même et je prenais pas soin de moi. Et au final, si toi, tu prends pas soin de toi, qui va le faire? Donc, faut pas chercher à l'extérieur l'approbation. Il faut surtout, aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à des spécialistes, à des coachs, comme moi, par exemple, à des psychologues, à peu importe. Mais aujourd'hui, on a accès à tout et aujourd'hui, plus personne peut se moquer de nous. Aujourd'hui, c'est devenu, ça a été vulgarisé. On a le droit. Aujourd'hui, il y a des grands champions qui disent maintenant, chut, moi, Teddy Riner, 14 ans, j'ai pris une psy, j'ai lu le livre de la psy. Parce qu'à l'époque, j'adorais lire sur tout ça parce que personne pouvait me donner des réponses et personne pouvait me dire, Max, t'es pas fou. Et à 14 ans, quand tu vois un psy ou une psy, ça veut pas dire que t'es fou. Ça veut dire juste, je veux soit soigner des choses qui sont bloquées en moi, ou soit juste m'améliorer. Regarde, quand tu achètes une voiture, c'est tout bête, c'est des exemples, mais tu achètes une voiture, elle a 400 chevaux. Ça veut pas dire qu'elle roule pas bien. Mais si tu veux en mettre 500, bah, tu vas faire en sorte de la booster. Toi, si tu es bon, mais que tu as envie d'être meilleur, bah, fais en sorte de travailler sur toi pour être meilleur. C'est tout. Voir quelqu'un ou travailler sur soi, ça veut pas dire avoir des faiblesses, ça veut te dire vouloir être meilleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ancrer en soi et comprendre que si toi, tu le fais pas pour toi, personne ne le fera pour toi. Tu vois, sur les réseaux, il y a une tendance, celle du self-love, développement personnel, la quête tu le disais, de la meilleure version de soi-même. Pourquoi on doit chercher à être la meilleure version de soi-même pour toi? Parce qu'en fait, sans objectif, l'être humain, on est en incapacité d'être heureux et de se satisfaire de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de montrer la meilleure version de soi-même ou d'être la meilleure version de soi-même? Et ben en fait, le fait de se le mettre comme objectif, ça fait avancer, ça fait être motivé, ça fait prendre du plaisir. Et quand on dit meilleure version de soi-même, qui est aujourd'hui utilisée à tort et à travers sur les réseaux, c'est juste comprendre, fais de ton mieux. C'est accepter l'échec sans le banaliser. C'est faire de son mieux. Et si tu fais de ton mieux, ça ne veut pas dire que tu réussiras à tous les coups, mais ça veut dire que tu seras toujours fier de toi et que tu baisseras jamais les bras. Et tu te rends compte, et je l'ai dit encore la semaine dernière à mon fils, est-ce qu'il se pose des questions? Il m'a dit, papa, c'est quoi la philosophie? Donc, Quel âge? il a 9 ans et demi. Bravo. Oui, mais parce qu'il pose des questions, des fois on dit, mais il est fou ce petit. Ouais. Non, il se pose des questions comme moi je me posais des questions, comme plein de gosses se posent des questions. Et quand je lui ai dit, c'est quoi la philosophie? J'ai dit, bah, c'est des questions qu'on se pose sur l'existence, sur l'être, sur la terre, sur la création, sur des pensées, sur des manières d'être. Et là, il me dit, bah, dans ce cas, moi, je dis oui, c'est tout à fait normal. Je dis, c'est synonyme de curiosité, d'intelligence, et ça veut juste dire que tu cherches tout le temps à comprendre et à améliorer. Et je pense que l'être humain a besoin de ça pour avancer. Parce que, comme j'ai dit, soit on progresse, soit on régresse. Et régresser, je pense pas que ce soit agréable. Je pense pas qu'on veuille régresser, tu Non. vois. Mais on peut pas stagner. Ouais, on peut pas. C'est Tu sais, j'ai impossible. l'image un peu du bateau qui est au milieu de la mer. S'il stagne, il va prendre toutes les rafales de partout. Ça va alors tanguer. que ça va tanguer. Alors que s'il avance, il va éviter tous les problèmes, tu vois. Bah, reste sur un vélo à l'arrêt, tu tombes. Voilà. Alors Tout dès ça, que tu c'est vrai. es en mouvement. Et c'est pour ça que le plus important, c'est pas la vitesse à laquelle tu vas qui est important, Exact. c'est juste d'avoir du mouvement. Même tout doucement, petit pas par petit pas. Et chacun, regardez, il y a des Romain Tamac qui arrivent très tôt, très jeunes, prêts. T'en as d'autres plus tard. Au final, chacun son rythme, chacun son parcours, chacun son... Son apprentissage. Exactement. Mais en fait, je trouve qu'il y a une tendance un peu marketing du développement personnel qui me gêne un peu, dans le sens où c'est une démarche souvent individualiste. Et je crois qu'on est des animaux sociaux. On a besoin du rapport des uns avec les autres. On a besoin de plaire. Et si tu veux, c'est comme si
le capitalisme ou la société te crée du mal-être, pardon, et te propose la solution produit, le développement personnel, la démarche individualiste. Et moi, même toi, si je prends notre exemple, on est bien quand on est dans un groupe, on est bien quand on se sent bien dans un groupe, on est bien avec les autres. Donc tu peux être la meilleure version de toi-même. Si tu n'es pas intégré, si tu n'es pas avec des gens que tu aimes et qui t'aiment, tu peux pas être la meilleure version de toi-même. Bah, l'homme est fait pour vivre en société, depuis toujours. C'est pour ça que toi, on n'est pas comme des lions à marcher tout seul dans la jungle et puis de temps en temps aller voir les lionnes. On est à l'opposé de ça. Donc c'est ce que je te dis, les outils sont intéressants. Moi j'adore et j'ai pratiqué plein de choses et je trouve ça génial. Mais si c'est une démarche, si c'est une injonction parce que c'est une tendance, ça me pose souci. Bah alors c'est pour ça que si tu comprends le sens du développement personnel, il y a le mot développement, donc grandir, personnel, c'est-à-dire on se l'approprie à soi, mais ça ne veut pas dire être seul et individuel. Donc c'est, je pense, une transposition, une traduction, une compréhension erronée, parce que le développement personnel ne t'empêche pas d'être en interaction avec les autres, et je dis même l'inverse, c'est que si tu fais vraiment ce travail personnel, tes interactions avec les autres vont être plus intenses, plus vraies, plus sincères, et tu en auras même encore plus. Donc, de faire un développement personnel, ce n'est pas égoïste et être égoïste, c'est au contraire, c'est prendre conscience qu'on veut être mieux, nous, avec nous-mêmes, en société. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, je prends l'exemple du couple, souvent quand on est en couple, on transpose nos faiblesses sur l'autre. On l'a tous vécu, c'est t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, tu fais pas attention à ci, tu fais pas attention à ça. Et en fait, un jour, moi, je me remets beaucoup en question, donc tu te remets en question, puis après, tu dis au d'un moment, tu dis, ok, ça, j'étais comme ci, j'ai progressé, mais au final, tout ce que tu décris, c'est toi. Et là, tu donnes des exemples. Bon, après, là, tu tombes dans le reproche et dans les. Donc, c'est pas niveau équilibre du couple, c'est pas ouf. Mais en fait, tu te rends compte que souvent, quand on est en société et quand on n'a pas fait ce travail sur soi, on va critiquer les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est soit nos faiblesses ou nos défauts à nous, ou soit c'est ce qu'on aimerait être. Donc, du coup, ce fameux développement personnel non marketing, bah, après, il y en a qui sont obligés de le marketer. Parce que c'est, comme tu as dit, c'est la société qui est comme ça. Ouais. Quand tu démarres, comment tu. Voilà, il y a des techniques de vente, d'approche. Mais en fait, je pense qu'on va attirer les clients ou les gens qui nous correspondent, c'est-à-dire des gens avec une vraie démarche et pas des gens qui vont faire un faux travail. Parce que quelqu'un qui va prendre ton travail, moi par exemple, je fais mes coachings, formations, si quelqu'un prend un travail et qui ne comprend pas le sens de ce qu'il va faire, derrière, en témoignage, ça va être bidon parce que le mec, il n'aura pas de résultat, il n'aura pas compris le sens. Parce que mec, c'est pas du marketing que je fais, je suis pas un magicien. Mais je te fais comprendre que tu viens à moi parce que tu penses que je vais t'amener des solutions. Mais moi, la solution que je t'apporte, c'est que la clé est en toi. Donc, en fait, je vais juste te remettre sur ton chemin et ça va être toi de travailler sur toi. Mais aujourd'hui, on nous amène tout sur un plateau. Donc, les gens, ils se disent, mais non, moi, je veux qu'on m'amène la solution. Mais la solution, c'est toi. La solution est en toi. Et moi, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ils m'ont pas dit la solution, c'est moi. Enfin, en parlant d'eux. Ça va faire. La solution, elle vient pas de l'extérieur, on va dire. La solution, elle est vraiment en toi. Au début, tu comprends pas. Donc, ils te mettent sur un chemin, une lecture, un livre, un exercice. Et en fait, tu te rends compte que on a tout en nous. Le plus dur, c'est de savoir par où commencer. Et une fois que tu commences à être sur le bon chemin, sur les rails, c'est extraordinaire et c'est super puissant. Mais tu vois, c'est encore un travail sur soi. Est-ce que c'est pas le regard des autres qu'il faut essayer de changer? Non. Mais non, parce qu'en fait, le regard des autres, ça leur appartient. C'est pas à nous, ça nous appartient pas. Je l'explique encore à mon fils. Quel que soit le regard des autres, parce que dans tous les cas, t'as pas que des gens. La mentalité. T'as pas que des gens équilibrés. Non. Parce qu'en fonction de là où tu vas être, en France, à l'étranger, dans une ville, dans un village, les mentalités vont être différentes. Mais toi, tu seras toujours toi. Max, quel invité tu me recommanderais ou qui tu aimerais entendre sur Feedback? Alors, j'ai pas de nom en particulier, mais souvent quelqu'un qui peut être inspirant, c'est quelqu'un qui vient d'en bas, à qui rien ne laissait présager une réussite, quel que soit on va dire son domaine. Et c'est souvent les gens qui ont on va dire, qui ont quelque chose, un petit truc en plus. Quand on y arrive,
quand on vient d'un quartier, par exemple, ou quand on a des parents qui ne sont pas spécialement d'un milieu particulier, des fois on se dit c'est impossible. On trouve des excuses, on dit ouais, mais lui c'est facile, etc. Et là, tu as des personnes qui arrivent beaucoup plus haut que ce qu'on croit ou que ce qu'on aurait espéré pour eux. Et finalement, c'est des gens vraiment très inspirants parce que des fois on se dit mais comment on y arrive? Il y a des personnes qui arrivent du jour au lendemain, entre guillemets. On croit que c'est du Oui. jour au lendemain alors qu'il y a beaucoup de travail. Mais c'est les personnes inspirantes, c'est celles qui ont, je pense, vécu le plus d'obstacles, le plus de difficultés. Et c'est eux, je pense, qui pourront avoir le plus de feedback. Merci infiniment, Max. Merci à toi d'avoir pris le temps de nous partager ton parcours, ton vécu. On a parlé beaucoup de rugby, de ton métier d'entrepreneur. Et j'ai trouvé ça vraiment génial et très inspirant. Donc, Max, encore une fois, merci infiniment et on est ensemble.